bien, nous y voilà. En le recevant avant sa parution en librairie, nous étions déjà intéressés par ce Manifeste 21, signé par Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry. Ce Manifeste 21 qui, depuis, a provoqué une avalanche de réactions chez le milieu journalistique, la presse quotidienne, hebdomadaire, que sur Internet. Et oui, parce que, bon, la presse est en crise, inutile de le rappeler, et sur cela, tout le monde s'accorde. Mais tout le monde ne s'accorde pas nécessairement sur les mêmes conclusions. 21 appelle ainsi à une révolution copernicienne du journalisme, plaçant le lecteur au cœur de ses préoccupations. Et bizarre, nombre de journalistes, du coup, se braquent. Alors qu'y a-t-il de si polémique dans ce manifeste ? Un petit côté d'honneur de leçon, en effet, mais qui n'est pas du goût de tout le monde. Il est vrai que 21, après tout, s'appuie sur sa réussite depuis 5 ans. Et puis que derrière, lui, beaucoup ont suivi. Il y a des petits, Ouzbek, Erika, Schnock, Alibi, Feuilleton, Desports, qui est paru en librairie hier. Bref, 21 a fait des émules. Et ces revues que l'on appelle des MOOC, entre le magazine et le book, ont fleuri. Voilà, donc les principaux débats suscités par ce manifeste se sont concentrés sur 2 cibles. C'est la publicité et le mythe du tournant numérique. Peut-on et doit-on nécessairement faire du journalisme sans publicité pour faire du bon journalisme, demande entre autres 21. Et si la presse avait fait une erreur, et faisait toujours-elle d'ailleurs une erreur, en misant tout sur Internet. Bonjour Patrick de Saint-Exupéry. Bonjour. Vous avez fini par trouver le studio, et vous aussi Laurent Beccaria, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes les 2 fondateurs, les 2 patrons, comme on dit, de la revue 21. Alors nous allons dans un premier temps exposer, voilà, pas tout, parce qu'il est très long votre manifeste, un peu pète sec, mais exposer un peu les motifs des débats. Et Vincent Giré, qui est ici avec nous, directeur délégué de la rédaction de Libération, a accepté, parce que vous avez sursauté, vous, à plusieurs des aspects et des reliefs. Je ne me suis pas braqué, selon votre expression, mais j'ai parfois sursauté, c'est vrai. Vous n'êtes pas braqué à ce point que vous acceptez bien volontiers de débattre et de discuter avec cela. Mais si vous êtes bien d'accord, on expose les motifs et puis on a toute l'émission. Et puis de toute façon, encore une entorse. J'aimerais tout de même, puisque nous sommes en situation de guerre, vous poser une question sur ce que l'on entend de la part de confrères journalistes qui reprochent beaucoup à l'armée française de leur empêcher de leur faire leur travail de couverture au Mali, et qui rappellent, Saint-Exupéry, cette phrase de Churchill, pardon d'être pédant, mais tout de même, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Patrick Saint-Exupéry. Oui, non, sur ce point... Je parle au grand reporter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes, bien sûr. Non, sur ce point que l'armée ne facilite pas le travail des journalistes, ça me paraît tout à fait logique et normal. C'est pas un scoop. Non, c'est logique et normal. Maintenant, il appartient aux journalistes de faire leur travail malgré tous les blocages qu'ils peuvent constater. Mais ça, c'est de toute éternité, en bonne logique. Simplement, il y a eu une vague assez récente où l'armée, à un moment donné, s'est dit, on va essayer de prendre des journalistes avec nous pour mieux communiquer. Mais c'était une opération de communication, c'est-à-dire ce qu'on appelle le journaliste embedded de manière précise. Pratiquement, enfin moi je me souviens d'une chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'était la première guerre du Golfe. J'étais beaucoup plus à l'aise à Bagdad, où la censure opérait, où les journalistes étaient confrontés à une vraie censure, c'est-à-dire qu'il y avait des coupes dans les papiers, etc. C'était beaucoup plus normal comme cadre de travail que du côté de la coalition occidentale, où les journalistes, il était demandé aux journalistes de garder pour eux des informations. Ouais. Oui, mais d'un point de vue éthique, vous étiez beaucoup plus confortable. Je veux dire par là que lorsque le censeur coupe votre papier, il prend une responsabilité. Et vous laissez votre papier publié en marquant les coupes. Et donc, à chacun sa responsabilité. Si le censeur coupe trop, il dit... y a un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de blanc dans les pages. C'est dans le manque et les trous que l'on voit l'information, entre guillemets. Absolument. S'il ne coupe pas assez, il va aussi avoir des problèmes. Mais le journaliste, lui, a un cadre dans lequel il exerce pleinement son travail. Et il n'est pas dans la connivence. Alors que du côté allié, à l'époque, il y avait une forme de connivence. Donc cette opposition, cet antagonisme entre les envies d'autorité et le travail du journaliste est absolument fondamental et très important. Et la connivence, on va dire, c'est le mot à bannir dans ce métier en général. Il vaut mieux. Oui. Vincent Giré ? Oui, je crois que là, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Patrick. C'est des conditions difficiles. L'armée n'est pas nécessairement là pour faciliter le travail des journalistes. Nous avons d'ailleurs une contributrice aussi assez régulière à 21, qui est Maria Malagardis aujourd'hui au Mali. Elle y fait son travail, c'est difficile. Nous envoyons aussi un second journaliste, Thomas Hoffnung, qui est très au fait des questions militaires pour essayer de percer un certain nombre de murailles, si j'ose dire, pour pouvoir précisément aller sur le terrain et raconter cette
cette guerre plus en profondeur. Laurent Beccaria, pas d'avis forcément sur le sujet. Est-ce que, cela dit, du coup, évidemment, on pose toujours la question de la sécurité. Est-ce qu'il est réellement possible de couvrir certains conflits dans des conditions de sécurité maximales pour un journaliste sans être embêté de Patrick de Saint-Exupéry? Là, c'est un choix qui appartient à chaque journaliste. Aucun journaliste n'a jamais été obligé par une rédaction de se rendre dans un lieu dangereux, enfin d'y aller malgré sa volonté. Donc, dès le départ, si le journaliste dit « je suis d'accord », pour aller à tel endroit, il prend un risque personnel, il le sait très bien. Donc là, c'est vraiment de la responsabilité individuelle. Mais à partir du moment où on a dit « oui, je suis prêt à aller là », on en assume tous les risques, personnellement. Voilà, donc c'était pour faire évidemment un point sur ces questions, et dont on voit que les journalistes, par exemple ici, chez nous, le grand reporter Omar Ouaman pique régulièrement des colères sur ces questions-là. Alors, le manifeste 21, notre journalisme est possible, la révolution numérique n'est pas celle qu'on croit, les journaux sans publicité, c'est possible, et pour un journalisme utile. Bon, Laurent Beccaria, un journalisme utile, là vous y allez un peu fort, ça veut dire quoi un journalisme utile? Vous savez, moi j'aime bien avec Patrick, c'est l'art de la titraille. On aime bien les petits mots tout simples, oui. et qui en disent beaucoup, parce que voilà, c'est ni indispensable, ni incontournable, ni tous ces mots valises que l'on a partout à la bouche dans la presse, simplement utile, et revenir à cette notion d'utilité, de valeur pour le lecteur de du journalisme qu'on pratique. Utile. Oui, utile, nécessaire, qui apporte quelque chose qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc oui, utile, profondément utile. C'est une notion fondamentale. Tout repose là-dessus dans le journalisme. Qu'apporte-t-on au lecteur? De quelle manière lui parle-t-on? Pourquoi lui parle-t-on? Pour lui dire quoi? Pour lui apporter quoi? Ce sont les questions que doit se poser en permanence, chaque minute, à une époque, chaque on jour. répondait assez facilement à cette question. On disait qu'il s'agissait d'informer. Mais bien sûr, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui. L'information est partout. Elle est omniprésente. Nous sommes dans un environnement, nous baignons dans une information permanente. Donc lorsque nous sommes sur d'autres temporalités, un quotidien, un hebdomadaire ou d'autres rythmes, qu'est-ce que nous on va apporter de plus? Qu'est-ce que l'on va apporter d'utile par rapport à cet environnement permanent d'information? Laurent Beccaria. Oui, il y a une étude qui a été très frappante aux États-Unis qui montrait qu'en 10 ans, l'absorption d'informations par un lecteur moyen a été multipliée par 300%. Donc, cette prolifération de l'information, c'est le grand mouvement d'aujourd'hui, qui est dû à la multiplication des radios, multiplication des chaînes de télévision d'information continue, et puis et bien sûr à Internet. En 1995, vous aviez 5% des Français qui étaient connectés, aujourd'hui 78%. C'est des changements profonds. Alors, et donc la presse doit s'adapter à ça, et c'est toute la question de savoir comment est-ce qu'elle s'est adaptée, est-ce qu'elle s'est adaptée de la bonne manière. Rentrons tout de suite dans la question, la principale, on va dire, question d'où tout découle de votre, pour écrire votre manifeste. La question, bien sûr, donc du numérique, d'Internet, tandis que l'on voit la presse écrite subir de lourdes pertes financières, des inquiétudes sur des éventuelles fermetures de journaux, et il y en a eu. On voit et on se dit que Internet sauve la mise, puisqu'au fond, l'électorat se déplacent, les marchés publicitaires se déplacent, et que, au fond, sans doute, Internet sera le sauveur de la presse. Vous dites attention, non, pas nécessairement, parce que la manière, au fond, de faire du journalisme aujourd'hui avec de nouveaux patrons de presse par rapport à Internet change la donne. On ne fait plus du reportage comme on le faisait avant, et finalement, on est en train de faire des jeunes journalistes, non pas des journalistes, mais des techniciens du journalisme, et on y perd en contenu, on y perd en sens. Il y a un ancien cadre dirigeant de Renault qui s'appelle Christian Morel, qui depuis est devenu un spécialiste de la sociologie de l'erreur. Et donc il a publié 2 livres formidables chez Gallimard sur les décisions absurdes. Comment est-ce que des sociétés, des organisations arrivent à prendre des décisions absurdes? Et c'est prise par des gens très intelligents en général. Et donc il a défini trois règles pour une décision absurde. La première, c'est qu'on se trompe de diagnostic. La deuxième, c'est les mécanismes collectifs, qui fait que tout le monde imite son voisin. Et le troisième, c'est le perte de sens. Et on est au cœur du propos du manifeste avec Patrick. Donc, premier, l'erreur de diagnostic. Le diagnostic général, c'est de dire, il y a Internet s'est développé, tous les usages sur des tablettes, des mobiles se sont développés, il y a un changement de support, faisons le même journalisme, ou faisons un journalisme, mais on enlève le papier et on transporte sur écran. Or, ce que l'on voit, c'est que ça ne marche pas comme ça, et que Internet, sur
que le journalisme sur Internet, c'est d'une certaine manière un autre journalisme, c'est un autre média. Et Internet est à la fois un réseau, mais c'est aussi un média, et ce média est différent de la presse. Il induit des pratiques différentes. Des pratiques différentes, parce que l'internaute est différent. Parce que prenez la pratique de chacun des auditeurs. En tant qu'internaute, nous ne sommes pas pareils qu'en tant que lecteur de quotidien, de magazine ou d'hebdomadaire. Donc ça, il y a erreur, et ça on le voit, puisque rien ne marche sur le fameux modèle économique que l'on cherche depuis que l'on cherche effectivement toujours. Oui. La deuxième chose, c'est les mécanismes collectifs, ça on le voit partout, c'est-à-dire que puisque tout le monde le fait, il faut le faire aussi. Donc nous on disait, à un moment donné, on s'est dit, mais attention, il faut que quelqu'un dise le roi est nu. Il faut que quelqu'un dise à un moment donné, tout cet argent qu'on dépense dans des applications, dans des sites, est-ce que ça sert vraiment le lecteur et est-ce que ça sert vraiment le journalisme? Et troisièmement, la perte de sens, ça c'est la plus forte, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une profession qui, en grande partie, trop souvent, en tout cas dans les directions des journaux, a perdu son nord, son sud, son est et son ouest. On se demande, mais pourquoi est-ce que on travaille? Oui, et vous dites dans ce manifeste, Patrick de Saint-Exupéry, que de plus en plus, finalement, on ne parle pas de journalisme ou de presse, mais qu'on parle de marque, de brand, qu'il y a tout un effet de marketing par rapport à la presse numérique, qui fait que, encore une fois, on demande au fond à de jeunes gens, certes bien formés dans des écoles de journalisme, de bien savoir taper sur un clavier, de pas trop sortir de l'écran, et de formater à la vitesse numérique les informations. Mais du coup... fin du reportage, fin du baroudage, fin des interstices et du mercenariat, un peu comme le disait Jean-Paul Kaufmann. Vous avez raison, mais avec juste quelques petites nuances, si je peux me permettre. En résumant un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années dans les milieux de la presse, c'est qu'avant il y avait des titres, et nous sommes passés à la marque. D'une manière générale, dans toutes les rédactions. Avant, par exemple, on parlait de journaux, on s'est mis à parler de produits. Avant, on parlait de lecteurs, on s'est mis à parler de consommateurs d'informations. Avant, dans les systèmes informatiques rédactionnels des journaux, on créait ce qui s'appelait un article. On crée aujourd'hui des objets. Ces bascules ne sont pas neutres. Le dernier terme de l'équation, qui n'était pas encore formulé il y a 5-6 ans, mais qui commence à l'être, c'est on passe de journaliste à technicien de l'information. Simplement, la difficulté, c'est que entre le titre et la marque, nous sommes dans un changement d'univers total. Le titre, c'est quelque chose qui a une histoire, il y a des pages de gloire, il y a des pages d'échecs, enfin c'est une histoire humaine, d'une communauté humaine qui s'est adressée à d'autres personnes. La marque, c'est l'univers du storytelling. Et oui, le storytelling, mais ça n'a rien à voir avec le journalisme. C'est l'antithèse du journalisme. Raconter une histoire pour créer une image intentionnée, ça n'est pas du journalisme. Le journaliste, lui, est là pour raconter les choses au plus près, au plus juste, sans aucune intention. Alors, pour terminer cette première partie et commencer à faire entendre une voix peut-être un peu dissonante, Vincent Giré. Oui, alors là, bien évidemment, c'est le point de désaccord avec mes camarades. D'abord, bien évidemment, on partage le journalisme exigeant. Il faut pas surjouer un certain nombre de divergences avec nos amis de 21, à telle preuve qu'un certain nombre de journalistes de Libération qui collaborent régulièrement à 21. En l'occurrence, Patrick, c'est toi qui as surjoué la différence. Alors, je vais expliquer et je vais m'expliquer. Donc, bien évidemment, on partage ce journalisme exigeant et que vous partagez aussi, Marc. Qu'est-ce qui nous différencie? On a géré 3 grandes ruptures. C'est une période absolument formidable. À la différence de mes camarades, je pense que c'est une opportunité extraordinaire. On est d'accord sur la première rupture, qui est la rupture des usages. Elle a commencé d'ailleurs, mes camarades le disent, avant l'arrivée d'Internet. Les consommateurs, je vais employer des gros mots exprès pour choquer mes camarades, on ne consomme pas de l'information aujourd'hui, ou en tout cas on a commencé à consommer de l'information différemment. Il y a une seconde rupture qui est la rupture numérique. Là, on est en désaccord, on y reviendra, qui est un potentiel formidable. Et puis, il y a la rupture des modèles économiques. Et là, bien évidemment, il y a des réponses. Je ne crois pas qu'il y ait une seule voie exclusive pour sauver le journalisme. Si tant est qu'il faille sauver le journalisme, il y a un certain nombre de voies, de tentatives qui marchent, qui tâtonnent, qui expérimentent, et c'est ça qui est intéressant. Le débat est 8h17. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vincent. Alors, vous êtes vous aussi penché attentivement sur le manifeste 21 ? Absolument, de la revue du même nom. J'ai apporté, entre autres, Marc, la preuve accablante du crime commis par le numérique sur la presse écrite. Voilà l'objet du délit, dommage qu'on n'ait pas l'image. C'est cet ultime numéro du Newsweek, daté du 31 décembre 2012. Voici donc un des plus anciens et des plus célèbres news magazines de la planète. Son premier numéro date de l'année 1933, qui vient de disparaître des kiosques et migrer sur Internet, sans qu'on sache très bien s'il y trouvera la rentabilité. Car vous avez raison, Laurent Beccaria, Patrick de Saint-Exupéry,
Saint-Exupéry, le basculement sur Internet qu'on nous présente comme la solution à l'effondrement des ventes et de la publicité de la presse écrite s'avère un mirage. Les désillusions, écrivez-vous, succèdent aux désillusions. Déjà chez nous, France-Soir et La Tribune ont disparu des kiosques. Et du côté des quotidiens nationaux en particulier, chacun retient son souffle face à l'effondrement des ventes en se demandant qui sera le prochain à y passer. Le paradoxe, c'est que les sites de nos quotidiens et hebdomadaires, eux, sont très fréquentés. La marque est forte, comme on dit. Mais voilà, les déclinaisons numériques de ces titres ne sont pas parvenues à ce jour à la rentabilité. Il y a 6 ans déjà, l'ancien président de France Télévisions, Marc Tessier, remettait au ministre de la Culture de l'époque son fameux rapport sur le défi numérique et les moyens pour nos groupes de presse d'y faire face. Il y préconisait de miser sur la complémentarité entre le web et le papier, tout en développant l'autonomie rédactionnelle du premier, dont les contraintes éditoriales sont particulières. Alors basculer sur le net, tout le monde l'a fait. Les abonnements sur tablette d'ailleurs s'envolent. Mais cela ne suffit pas à compenser l'effondrement des ventes en kiosque. Le rapport Tessier conseillait au pouvoir public de se montrer plus tolérant en matière de concentration et plus audacieux en matière d'aide financière. Mais la presse française est l'une des plus aidées d'Europe. Elle vit déjà largement du soutien de l'État qui représente 1,2 milliard d'euros. Alors à moins d'aller demander à Arnaud Montebourg la nationalisation de tous les titres de presse menacés de fermeture afin de sauver l'emploi des journalistes, on ne voit pas comment l'État pourrait faire davantage en période d'austérité budgétaire. Mais là où votre manifeste fait le plus mal, c'est lorsque vous accusez la recherche désespérée d'un nouveau modèle économique d'avoir engendré un journalisme d'écran qui se contente d'agréger des infos glanées sur le net afin d'être le premier à l'avoir dit, de nourrir la conversation, comme on dit. Vous écrivez « Rien d'intelligible ne relie ces éléments disparates livrés en vrac et aussitôt recouverts par 100 autres. » Alors oui, peut-être faut-il abandonner la course au scoop aux réseaux sociaux, renoncer à mettre de la vidéo partout quand on ne sait pas s'en servir. Vous opposez le modèle du Guardian, que tout le monde avait félicité à l'époque d'avoir été le premier à basculer sur le numérique et qui perd un argent fou, à la sagesse de notre bon vieux Canard enchaîné qui se garde bien, lui, de quitter le format papier. Mais vous savez bien, à travers le précédent des industries musicales, que le processus en cours est inévitable. Il restera sans doute des marchés de niche, certains CD sont de véritables objets d'art, et 21, votre revue, une revue pour Coffee Table, mais pour les autres, ce sera s'adapter au disparaître. Une piste parmi d'autres, je la suggère et la livre au débat. Cette année, les revenus publicitaires de Google dépassent l'ensemble de la presse papier de tous les États-Unis. Il faudra bien qu'un jour, les moteurs de recherche et les facilitateurs d'accès, autres agrégateurs de contenu, rétribuent ceux qui les produisent. Sinon, il n'y aura plus rien d'intéressant sur la toile. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Alors j'ai vu des sourcils se lever ça et là, 3 paires en tout cas, qui commencent. Patrick Saint-Exupéry et Laurent... allez-y, je vous distribuez la parole. J'ai trouvé la chronique très pertinente sur le fond et la forme. Et je voulais revenir aussi sur les derniers propos, juste avant le journal de Vincent Giret, qui disait ceci: je revendique le terme consommateur d'information au risque de vous choquer, c'est-à-dire Laurent Beccaria et moi-même. Et moi, j'avais un sentiment un peu étrange à ce moment-là, parce que Vincent semblait ne parler qu'à nous deux, oubliant qu'au bout du micro, il y a des milliers d'auditeurs. Et moi, la question que je me posais, est-ce que les milliers d'auditeurs, entendant ce propos, ont envie que l'on parle d'eux comme des consommateurs d'informations ou comme des auditeurs ? Autrement dit, se considèrent-ils, ces auditeurs, comme des objets ou des sujets capables de réfléchir et de s'interroger sur un certain nombre de choses? Allez, on la parole, Vincent Giret. Oui, c'est parti. Il faut répondre, c'est parti. Il y a 2 sujets sur lesquels on est en désaccord. Il y a l'Internet et il y a la publicité. Là, Patrick évoque le problème de la publicité. Allons-y. Je crois que la vision qu'a développée Patrick me paraît assez complotiste. C'est dit aujourd'hui dans le manifeste, comme si les directeurs marketing ou les directeurs de la publicité décidaient aujourd'hui de
l'agenda des journaux. Qui peut croire une seule seconde, et Patrick a été dans un très grand journal, que c'est le directeur ou la directrice de la publicité qui envoie Jean-Pierre Perrin en Syrie pour Libération, ou Florence Aubenas au Monde dans des mêmes conditions. Qui peut croire que c'est la publicité ou le marketing qui décide de mettre pendant 2 mois un journaliste sur la fortune de Bernard Arnault? Révélation hier de Libération. Non, il n'y a pas... nous sommes aujourd'hui dans des modèles hybrides. Oui, nous avons encore besoin de la publicité. La publicité sur Internet dont nos camarades disent qu'elle ne rapporte rien. À Libération, ça rapporte près de 3 millions d'euros. À Libération, nous avons 180 cartes de presse. Oui, il y a 6, 7, 8 salariés à 21. Encore une fois, très grande réussite. On s'y accorde, on partage beaucoup de choses sur le journalisme. Bien sûr. Mais en matière, il n'y a pas une voix unique au nom d'un journalisme utile, pur, qui serait revendiqué en dehors du champ de la publicité, comme si la publicité était le mal absolu. J'ai l'impression aussi d'une formidable régression quand j'entends ça. Et je le dis d'autant plus que je suis dans un journal qui a essayé ça. Je n'y étais pas à ce moment-là. Bon, voilà, c'est aujourd'hui indispensable, dès lors qu'on veut, faire un métier généraliste, faire un métier en profondeur, avoir des gens spécialisés et pouvoir tout simplement financer 180 journalistes et qui font aussi du journalisme utile, bien évidemment. Alors, en tout cas, quand vous avez juste titré effectivement la première une sur Bernard Arnault, Casse-toi, Richecamp, on ne peut pas dire que vous ayez cédé aux sirènes des annonceurs. Oui. Vincent Giré. Je suis content de vous l'entendre dire. Certes. Bon, alors Laurent Beccaria. Moi, je suis pas d'accord, et c'est pour ça, c'est au cœur de notre discussion. La contamination des logiques commerciales et de communication dans les titres des quotidiens et des hebdomadaires, mais je veux dire, il suffit d'écouter les lecteurs, c'est patent. Cette semaine, j'ai appris, mais il y en a tout le temps, on a des histoires qui nous arrivent comme ça, que le responsable d'un grand quotidien est allé voir les pages économiques en leur disant il n'y a pas assez d'histoires sur le CAC 40 parce que moi j'ai besoin de publicité et si vous avez des histoires sur le CAC 40, je peux avoir de la publicité. Un autre directeur d'hebdomadaire a accepté la sollicitation d'une banque au moment de la crise des subprimes. La banque faisait de la publicité dans le magazine à condition qu'on ne parle pas d'eux. Bon. Et donc, des histoires comme ça, on pourrait avoir des catalogues. Dans la grande université américaine, de journalistes colombiens... La question, là, c'est de savoir s'il y a un directeur de la rédaction qui sait, tout simplement, à un moment donné, faire barrage, dire quelle est la règle du jeu, avoir une discussion claire, normale, saine, avec des annonceurs qui font partie du modèle économique, mais on est tous l'objet, tel que nous sommes là, on est tous l'objet de pression, de contradiction, on les gère. On se souvient du combat d'Éric Israelevix qui, n'acceptant pas éventuellement que un gros groupe de luxe devienne patron de son journal et influe ainsi sur la question de la publicité et donc du rédactionnel, Éric Israelevix avait tout simplement claqué la porte en disant ça sera sans moi si c'est comme ça. Et bon, il y a des exemples quand même. Pardon, Laurent Beccaria. Oui, Patrick de Saint-Exupéry. Bien sûr, mais la difficulté là de la discussion, c'est qu'elle s'amorce d'une manière absolument caricaturale, comme si les publicitaires faisaient pression sur les rédactions. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est bien plus compliqué, bien plus simple en fait que ça. Là, on est un peu sur la caricature. Bien sûr que s'il y a une... C'est plus insidieux. Mais évidemment, c'est une affaire de porosité. C'est-à-dire que la publicité aujourd'hui dit aux journaux, désignez-nous une cible, et à cette condition-là, nous vous donnerons de la publicité. Oblige les journaux à rentrer dans une logique de cible. Autrement dit, et ça, les journaux sont donc obligés de tenir un discours là-dessus. Quel est le discours de Libération sur son lecteur? Là, je reprends des propos de Libération. Une cible masculine, CSP+, décisionnaire en entreprise à 64%. C'est ce qu'écrit Libération sur son lecteur. On a regardé quel est notre lectorat, quel est le problème, qu'est-ce que ça induit comme pratique journalistique? Il n'y a aucun problème, ça veut dire que Libération, délibérément, choisit de s'adresser à une cible masculine, CSP+, donc un niveau de revenu pas du tout, aisé, justement, c'est parce que nous constatons que nous avons un lecteur qui est plutôt masculin, que nous travaillons aussi pour avoir, s'il n'est pas possible de discuter, d'aller au bout... Surtout avec les valeurs que nous défendons, aussi un lectorat féminin, ça va de soi. En quoi cette réalité que vous avez décrite là, cette citation que vous prenez, pose un problème aux journalistes que nous sommes? Ça décrit un état de fait. Ce n'est pas une réalité, c'est pas une réalité, c'est ce que vous expliquez pour avoir de la publicité. C'est le discours que tient votre régie pour avoir de la publicité. Et quel problème ça pose? Ça pose des problèmes, c'est-à-dire que vous ne parlez pas de lecteur, vous parlez de cible. Mais attendez, la publicité est dans son vocabulaire, elle est dans son langage, elle est dans son métier. Ça n'est pas le nôtre. C'est le vôtre. C'est les mots de Libération. C'est les mots de Libération. Je suis désolé, c'est pas le mot du journaliste. Quel impact ça a sur la pratique journalistique de Libération? Aucun. Alors, Patrick de Saint-Exupéry.
Si, ça en a. Vous fabriquez un ennemi quand même assez facile dans cette histoire, me semble-t-il. Laissez à nouveau la parole à Patrick de Saint-Exupéry. Non, ce qui est formidable et ce qui est toujours très compliqué dans les logiques de discussion comme ça, c'est les renversements d'argumentation. Vincent connaît la musique de la rhétorique et donc il en joue assez bien. Maintenant, pratiquement, lorsqu'on pose les choses à plat, bien sûr, ça pose des difficultés. Lorsque Libération crée par exemple des pages éco-futures, qui sont des belles pages, qui sont intéressantes, puisque nous sommes dans un monde où l'environnement devient une question intéressante, importante. Donc c'est parfait. Simplement, il y a un petit problème, et ça ne concerne pas que Libération, ça concerne bien d'autres titres. Pourquoi on crée ces pages éco-futur ou écologie? Mais parce qu'il y a de très gros budgets publicitaires aussi qui sont débloqués par les entreprises importantes. Je vais répondre juste là-dessus parce que ça, c'est une accusation qui me paraît assez grave. Qu'est-ce que, tous les lundis, je suis très content d'ailleurs d'avoir l'opportunité de le dire, nous publions un cahier de 8 pages qui s'appelle Éco-futur. Éco-futur, quel est l'objet éditorial de ce supplément ou de ce cahier? C'est de raconter les mutations. Oui, un journal se transforme et nous avons pensé qu'il était utile d'avoir 8 pages qui racontent, ça a toujours été d'ailleurs dans l'ADN de Libération d'être un peu à l'avant-garde, regardez ce qui est en train de changer dans nos usages, dans les produits qui envahissent notre quotidien, dans la technologie. C'est un poste d'observation qui décrit l'univers des startups, de l'innovation dans les entreprises. On ouvre les fenêtres, on va voir à l'étranger, on va raconter ce qu'il y a dans les laboratoires des entreprises aux États-Unis, etc. Je ne vois pas en quoi ces 8 pages, qui sont du journalisme fait par des gens tout à fait compétents en la matière, pollueraient ou seraient associés à du journalisme complaisant ou connivant avec la publicité. Ça, je pense que honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, me dérange profondément. Brice Couturier. Moi, je voudrais observer quelque chose que je prends les transports en commun tous les jours, un TER et un métro et un bus. Il y a 30 ans, dans le métro, le TER et le bus, enfin, il n'y a pas de TER, tout le monde, enfin, la moitié des gens qui les prenaient lisait un journal tous les matins. Aujourd'hui, je dois vous dire que sur mon quai de gare, je suis à peu près le seul à en lire un. Il y a quelques gratuits qui sont encore distribués. On les lit vaguement, on les jette. Ce qui est très frappant quand même, c'est le vieillissement du lectorat des quotidiens nationaux, le vieillissement d'ailleurs du lectorat des hebdomadaires aussi. Il n'y a plus que des gens de 60 ans et davantage qui les lisent. La baisse des ventes ne date pas d'hier. Elle a précédé l'irruption d'Internet dans le paysage. Internet n'a fait qu'accélérer un processus qui était déjà en cours, donc il ne faut pas jeter la pierre sur Internet. Il n'est pas le seul coupable, c'est pas le seul assassin. Il y a des problèmes qui précédaient l'arrivée d'Internet. J'aimerais bien qu'on en parle. Et il y a un sondage dont je voudrais vous livrer, c'est le Cevipof, la vague baromètre de confiance OpinionWay du Cevipof du 12 décembre, qui demande quelles sont les institutions qui inspirent confiance, c'est dans l'ordre des hôpitaux, l'armée, l'école, les associations, la police, et quelles sont celles qui n'inspirent pas confiance? Eh bien, figurez-vous, dans l'ordre, je l'ai déjà dit, les partis politiques, 87% n'inspirent pas confiance, les médias, 76%, devant les banques, 74%. Quand on sort de la crise des subprimes et qu'on vous dit que les médias inspirent moins confiance que les banques, c'est vraiment à se taper la tête contre les murs, donc il y a vraiment un problème. Laurent Beccaria. C'est exactement le cœur du manifeste, c'est cette idée, et il ne faut pas nous... la contradiction veut nous enfermer dans une logique qui n'est pas la nôtre. Notre logique est une logique de création, d'ouverture, et pas une logique de repli ou d'attaque. Ce que l'on dit, c'est qu'à des lecteurs nouveaux, parce que les lecteurs d'aujourd'hui sont extrêmement différents de ceux d'il y a 20 ans ou 30 ans, il faut fournir des journaux nouveaux. Et sur Internet, aujourd'hui, vous trouvez toute l'information de base, celle qui prolifère tous les jours, et vous trouvez les choses les plus pointues. Et les journaux, c'est justement l'entre-deux, c'est cette relation avec le lecteur pour aller voir sur place, pour prendre le temps, se décaler, rendre intelligibles les choses, et les faire beaux. Et c'est plein, c'est à la fois sur l'esthétique, c'est à la fois sur la narration, c'est à la fois sur la qualité, sur l'exigence, et c'est ça. Et ce que l'on voulait dire à la profession, aux lecteurs, c'est dire, mais il y a plein d'autres voies possibles. Alors on nous a accusés de dire, mais vous prêchez pour votre paroisse et vous voulez que tous les journaux deviennent des revues de matin. Mais non, c'est simplement en tirer des enseignements. Nous, on a appris plein de choses, que les lecteurs n'étaient pas des cibles, qu'on pouvait avoir une pépiniériste, une infirmière, un banquier qui lisent 21 et non pas des CSPP+, décisionnaires entreprises à 64%, qu'on pouvait être intéressé par un sujet sans automatiquement qu'il y ait une publicité qui aille avec, et que les lecteurs n'étaient pas des consommateurs. Oui, mais cela dit, vous
pouvez bien imaginer qu'en même temps, on ne fait pas un quotidien comme on fait un trimestriel ou un semestriel. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a pas de discussion là-dessus. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la presse quotidienne. Je sais, nous connaissons le fonctionnement intime d'un quotidien et toutes les questions qui se posent au quotidien. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. Ce que nous disons, c'est que nous avons, je vais répéter très rapidement les propos de Laurent, nous avons appris un certain nombre de choses. Nous les mettons sur la table et nous disons, voilà, c'est à discuter. Nous ne prenons aucune solution miracle, aucun remède miracle. Il n'y a pas du tout ce genre de choses dans le manifeste. Voilà, réfléchissons. Mais enfin, appuyons sur pause. Cela dit, parce que je voudrais que Vincent Giré ne se sente pas forcément tout seul pour faire l'avocat du diable. Votre exercice du journalisme n'a jamais pâti de ce qu'au fond vos patrons, par ailleurs, promeuvaient un supplément qui devait seulement afficher des photos qu'avec du ciel bleu pour faire de la pub et gagner de l'argent. Vous n'avez jamais subi de censure véritable sur votre métier de journaliste et de grand reporter à travers la régie publicitaire du Figaro? Non, bien sûr, jamais. En revanche, si j'ai quitté le Figaro, et là les choses sont très claires, pourquoi je suis parti du Figaro, c'est parce que, et je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète, c'est parce que j'avais le sentiment de devenir une poule de luxe. Voilà, je pouvais toujours exercer mon métier, bien sûr je pouvais me déplacer, etc., mais je n'avais plus la possibilité de restituer au plus près et au plus juste ce que je constatais en me rendant sur place. Et donc, je me trouvais techniquement dans une impossibilité réelle d'accomplir mon métier tel qu'il devrait être. Et j'étais devenu, au sens strict du terme, une poule de luxe. Donc je suis parti. Cela dit, tous les grands reportages américains sont souvent, pas tous, mais enfin beaucoup, sont souvent parus dans des revues remplies de publicité. Vanity Fair, par exemple, est un type de magazine dont on ne peut pas dire que le journalisme qui est exercé soit au rabais, et il a 50% de son contenu sont des pages publicitaires. Mais Laurent Beccaria. Je suis désolé, c'est un peu éculé, dans le sens où, la plus grande université de journalisme aux États-Unis, Columbia, disait qu'il prônait la séparation de la publicité et du rédactionnel comme la séparation de l'Église et de l'État. C'était ça, cette ligne de frontière, elle a été absolue, elle ne l'est plus. Regardez, ça c'est... Mais après, c'est les lecteurs qui décident. Si cette désaffection pour les contenus, si même avec des offres spéciales, 1 euro, je vous le donne, je fais tout ce que vous voulez, tant que, mais achetez-moi, donnez-moi, prenez-moi, ils n'en veulent pas. À HEC, tous les journaux quotidiens sont offerts le matin. Et à HEC, le quotidien le plus emprunté, c'est 20 minutes, parce que ça ne les intéresse pas. Bon, au CFJ, le Centre de formation de journalistes, tous les quotidiens sont là, ils ne les prennent pas. Bon, les hebdomadaires, c'est pareil. Qui parmi les étudiants achètent Le Point ou l'Express? Je donne encore un exemple. Une journaliste du Monde, Pascale Robert-Diard, qui a été élevée en Savoie, ses parents avaient tapissé une pièce des couvertures de l'Express tellement elles étaient belles. Je serais surpris que quelqu'un en France tapisse sa salle à manger. À moins d'avoir une passion pour les palmarès des hôpitaux, voilà, sur les formations, le prix du loyer. Qui fait peur, voilà. Donc, on est vraiment là dans quelque chose qui s'est énormément dégradé, et il y a d'autres pistes qu'on veut explorer. Vincent Giré et Daniel Salna. Vincent Giré pour... Un mot pour répondre aussi à Brice Couturier, je pense qu'il soulève une question qui est totalement juste. Je vais employer encore un gros mot, pardon. Oui, dans cette crise de la presse, vous avez souligné que Internet n'était pas le seul coupable. Dieu merci, quand j'ai entendu parler tout à l'heure du mythe d'Internet, j'ai eu un peu peur. Mais il y a bien évidemment une question de l'offre, qui était quelque chose qui doit nous animer, et il n'y peut pas y avoir autant de défiance, autant de difficultés à toucher aujourd'hui nos lecteurs s'il n'y a pas une réflexion, bien évidemment, sur le journalisme que nous pratiquons et sur ce que nous offrons aux lecteurs. Et là, bien évidemment, ça participe, ce que apportent nos amis de 21 nourrit bien évidemment un débat qu'on a aussi. Bon, il y a une interrogation. Le journalisme aujourd'hui, oui, il a besoin effectivement d'un travail, mais comme on le faisait aussi autrefois, ça n'est pas nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, oui, il y a une question d'offre. Oui, les journaux doivent s'interroger sur leur type de couverture, leur pratique journalistique, bien évidemment. Et puis on pourrait dire, après tout, que 21 vit grâce à la publicité des journaux qui font vivre au quotidien les auteurs qui proposent des articles à 21. Je dis ça, c'est faux, puisqu'il y a moins de 10% des auteurs qui sont salariés de la presse.
Bon, moi, je voudrais juste et puis Daniel Salnave, oui, Patrick Saint-Exupéry. Apprécier la bascule que vient d'opérer Vincent Giret, qui tout à l'heure revendiquait l'usage du mot consommateur d'informations et maintenant parle de lecteur. Et je trouve ça formidable. J'ai parlé ce changement. Mais oui, mais je trouve ça formidable. Daniel Salnave, de l'Académie française. Je suis très très sensible à ce que disent Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria. Je connais moins le monde de journalisme que celui d'édition ou de la production de ce qu'on appelle les biens culturels et même aussi le monde de l'éducation. Et je pense qu'il y a une grande solidarité entre vos interrogations et les nôtres. Moi, je suis très frappée de voir que Virgin est obligé de rendre sa copie parce que c'est fini, parce qu'on vend plus de CD. Je suis très frappée par la crise de l'édition, par une véritable crise du lectorat de littérature ou d'ouvrages en général écrits. Et je ferai juste une petite anecdote. Je participais au pôle littéraire d'une grande maison d'édition que je ne nommerai pas. Quand elle est passée dans une logique d'actionnariat dont la rentabilité était plus ou moins définie, on a commencé à ne plus parler de livres mais de produits. Je suis arrivé un jour là où j'étais et les personnes n'étaient là, tout le monde s'était mis en grève spontanée parce que pendant la réunion du grand patron, le mot de livre avait disparu, il était remplacé par le mot produit. Je pense que ça rejoint vos préoccupations. Et je pense que la vraie question, peut-être aussi, elle a été posée par vous-même, je crois, Patrick de Saint-Exupéry, quand vous avez dit les cadres d'intelligibilité ne sont plus donnés. Et je pense par ce passage à une information qui est explosée sur Internet, mais c'est la même chose pour l'éducation, où les enfants ou les adolescents, voire les étudiants reçoivent des choses explosées qu'ils trouvent effectivement sur Internet. Ce qui manque, ce sont les donneurs d'intelligibilité. Si les professeurs deviennent des coachs, et non plus les donneurs d'intelligibilité qu'ils étaient, je pense qu'ils pourront signer un manifeste égal au vôtre. Pardon d'avoir été un peu longue, mais je suis très très sensible à votre double intervention. Alors, juste une petite réaction, parce que je veux pas être peut-être être le seul, mais tant pis, je vais défendre ce qu'apporte Internet. Je crois qu'il y a une pédagogie à faire, un apprentissage à faire de l'usage d'Internet aujourd'hui. Ce que vous venez de dire, madame, je crois, on peut tout à fait trouver ce cadre d'intelligibilité sur Internet. Tout à l'heure, à l'instant, dans cette tranche d'information, nous avons entendu la journaliste évoquer un web documentaire sur l'Égypte. Sujet passionnant. On voit là, dans un nouvel objet, c'est un objet journalistique, éditorial, le mélange de choses qui vont pouvoir donner précisément le cadre d'intelligibilité dont vous parliez. À la fois de la profondeur, des liens, du documentaire, de l'histoire, de l'image, de la vidéo, de l'écrit. Ce nouveau langage-là est totalement nouveau. Il est intéressant, il est passionnant. C'est un champ d'expérimentation journalistique et éditoriale qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. On a dit tout à l'heure que certains éditeurs avaient dépensé à tort, avaient investi n'importe comment en matière d'Internet. Certainement, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Elles sont évidentes. Mais si la plus grande erreur, sans doute, aurait été de ne pas le faire. Nous apprenons une technologie, un langage qui en est à la préhistoire. Patrick de Saint-Exupéry, est-ce qu'on n'est pas effectivement, cela dit, dans une période, après tout, qui est une période d'apprentissage, oui, grosso modo. Mais personne n'a remis en cause Internet. Enfin, là aussi, il faut être clair. Internet est devenu quelque chose d'indispensable. Vous rentrez dans une pièce, vous allumez l'électricité. S'il fait un peu sombre, vous arrivez au travail, vous allumez Internet. Je veux dire, c'est un outil fantastique et personne ne le remet en cause. Il n'y a pas la moindre remise en cause de l'outil en lui-même. On vous a mal lu. Alors, parce que quand vous faites la défense du canard enchaîné contre Guardian, on a quand même l'impression que ce que vous voulez dire, c'est que le basculement sur Internet, c'est une erreur et une impasse. La migration numérique, pas le journalisme numérique. C'est le basculement. Le numérique n'est pas responsable de la crise actuelle, il a accentué, pour vous citer très exactement. C'est cette idée générale qui est de dire, on a un support papier, il y a maintenant des supports numériques, donc ce que l'on faisait sur papier, on va le faire sur le numérique. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on peut bien évidemment faire du journalisme numérique, et on fait des choses merveilleuses sur le numérique. Le Guardian en fait, le New York Times, tous ces, alors on nous renvoie toujours à la figure, les webdocs, etc. Même Libération fait des choses bien, c'est dire. Donc, non, mais c'est pour rire. Donc, c'était la petite... Donc, il est évident qu'il y a des choses formidables, mais simplement, nous, on pense que la migration meurt. Il y a deux choses. Il y a un, ces objets se sont multipliés d'une manière incroyable. On a vu la progression d'Internet, la progression des smartphones, la progression des tablettes. Ça a été à une vitesse folle. Deuxièmement, vous avez vu toutes ces entreprises, de eBay à Google, en espace de 10 ans émerger. Et depuis 15 ans, la presse expérimente cette migration, et il n'y en a pas un qui réussit à s'en sortir, et les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui font du low cost, c'est Huffington Post aux États-Unis, et c'est en France l'internaute qui, avec des sites pure people, pure ceci, pure cela, et 60 ou 50 journalistes qui font du journalisme de ferme de contenu, comme on dit, arrive à être supérieur au Figaro, à Libération et au Monde.
Bon, donc on voit bien que les modèles économiques qui fonctionnent pour l'instant sont ceux-là. Et on nous dit, mais c'est la préhistoire, c'est le début. Mais c'est pas la préhistoire pour Facebook, c'est pas la préhistoire pour iPad. Patrick de Saint-Exupéry. Moi, j'ai été très frappé par une expérience récente. 5 jeunes de 25 ans à Marseille ont lancé un hebdomadaire papier. Moi, je trouve ça formidable. D'abord, ils sont jeunes et ils essayent quelque chose. Donc, c'est formidable. Simplement, ce qui m'a un peu interloqué, c'est quand j'ai lu leurs propos. Et ils expliquaient qu'ils n'avaient pas fait de site Internet. Et pourquoi ? Mais ils disaient simplement, mais Internet, c'est dépassé. Internet, c'est un truc de vieux, c'est dépassé. Moi, ce qui me fascinait, ce sont des jeunes qui ont 25 ans, ils sont nés dedans, ils connaissent cet univers par cœur, bien mieux que Vincent, moi ou Laurent. C'est naturel chez eux. Et ces jeunes-là viennent me dire, et l'assument, ce truc-là, c'est un truc de vieux, c'est dépassé. Et moi, je n'avais qu'une envie, c'était de leur demander, mais pourquoi ? J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'aimerais beaucoup les entendre. Pourquoi ont-ils estimé, eux, aventurier a envie de créer des choses que ce truc-là était dépassé. Voilà. Internet est dépassé. Il faut les entendre, il faut écouter cela pour se poser des questions. Et on ne répond aux questions qu'en se les posant. Ça, certainement. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a une période assez extraordinaire d'expérimentation. Vous avez, sur quelque chose d'ailleurs qui était plutôt contre-intuitif, créé une revue qui marche et qui existe. Il y a donc, sans doute d'ailleurs, y a-t-il place dans ce créneau-là que pour 1 ou 2 revues de ce type, mais pas pour 50. Ça ne va pas réinventer le journalisme et ça ne crée pas tout d'un coup un usage, un marché singulier. En revanche, oui, il y a chacun cherche, chacun expérimente, il y a de la place pour de nouveaux objets journalistiques. Je voudrais vous faire écouter, et c'est aussi d'ailleurs pour donner un coup de pouce, mais comme vous dites, qui sait combien de ces nouvelles revues resteront tout de même en vie longtemps, ce que l'on souhaite. Voici qu'hier sortait en librairie, uniquement en librairie, des sports, 296 pages de reportages et de littérature. Je vous conseille notamment par exemple de l'Hippodalides sur José Thomas. C'est Adrien Bosc qui est fondateur de la revue Feuilleton, qui se lance dans cette nouvelle aventure des sports, où c'est le sport, uniquement le sport, reportage, journalisme. Ça peut ressembler au modèle, on va dire, de 21, de la revue qui ressemble beaucoup à un livre. Un MOOC, comme on dit. Un MOOC, voilà, ce que je disais au début. Et écoutez donc Adrien Bosc, interrogé par Christophe Payet. Il insiste notamment sur la question de la diffusion, importante, la question des libraires. Évidemment, il y a une mode qui hérite du succès, entre autres, de 21, du fait qu'on continue à être en librairie et qu'on se maintient à un certain niveau. Il y a une mode qui, sans doute, inspire certains patrons de presse. Après, y calquer des arguments marketing dessus et essayer de vouloir la développer à tout prix en ne se posant pas la question, justement, de qu'est-ce qui fait la différence, mais en y appliquant les vieilles méthodes de la presse, c'est à coup sûr se planter. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, du coup, c'est plutôt rassurant sur la qualité du lectorat. Les libraires défendent ce type de démarche, mais surtout ont une capacité à reconnaître la qualité et à reconnaître aussi les auteurs à l'intérieur. Les plumes qui sont celles de Desport sont des plumes qu'on retrouve aussi beaucoup en librairie. Je pense à Maëlys de Keranga, à Pierre-Louis Basse, à Luis Sepulveda ou Don DeLillo dans ce premier numéro, par exemple. Du coup, c'est aussi s'adresser à un lectorat curieux qui est celui de la librairie. Évidemment, c'est pas le lectorat, par exemple, qui a été le lectorat d'Actuel ou le lectorat de l'autre journal, mais c'est reconquérir un public en passant par la librairie, que ça soit un média de niche, en tout cas c'est un média de librairie. Et les librairies ont moins de points de vente, on n'est pas sur le modèle kiosque, mais le modèle kiosque en soi est à revoir, ne serait-ce que parce qu'il est dans un état critique financièrement. Voilà, donc Adrien Bosc, micro de Christophe Payet pour Desport qui est sorti depuis hier en librairie. Daniel Salnave. Oui, alors je voudrais, moi, une chose soit claire, c'est que il s'agit pas du tout d'avoir une position réactive, conservatrice, etc., anti-Internet. Moi, je suis dedans tout le temps. Mais si je suis dedans tout le temps pour les livres que j'écris, pour le travail que je fais, c'est parce que je dispose par la formation que j'ai reçue et par, bon, bah, ça c'est lié à mon âge, d'accord. Bien sûr, mais bon, j'ai profité d'une formation qui a été plutôt par le livre, bien évidemment, mais elle me permet d'utiliser pleinement les ressources infinies. Je suis émerveillé tous les jours par les ressources infinies. Mais la question que je me pose, je vais souvent dans des collèges ou des écoles primaires même, je vois que on dit les enfants sont tellement plus à l'aise que nous. Bon, c'est souvent que les adultes savent pas taper à la machine, c'est la seule différence d'ailleurs. Bon, les enfants sont nés dedans, d'accord, mais pour qu'ils tirent tout le profit possible, il faut qu'ils reçoivent aussi une formation, je reviens tout le temps à la question, qui permette de construire les cadres de cette
cette intelligibilité. La deuxième question que je voudrais poser, vous dites en effet la menace qui plane sur le journalisme. On peut dire que pour l'instant, on continue encore de publier des livres. Il n'est pas sûr qu'on puisse éternellement s'ils ne sont plus achetés ou s'il n'y a plus de librairie. Et d'autre part, je ne suis pas sûr que ça n'ait pas des conséquences aussi sur la manière de les écrire. Comme la diffusion que vous signalez peut avoir des conséquences sur la manière de pratiquer le journalisme, de pratiquer l'écriture tout simplement. Alors, ça, c'est deux questions différentes. On arrive au bout de l'émission. Je voudrais, pour faire un dernier tour de table, donc Patrick de Saint-Exupéry. Ce qui est fondamental, c'est de revenir à des choses évidentes. Le journalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le récit, c'est la narration. C'est raconter des histoires qui ont un sens. Et c'est un acte fondamental de raconter une histoire, parce que l'histoire, le récit, c'est ce qui nous permet à tous et chacun de nous structurer, de nous enrichir, de nous poser des questions. Et c'est donc une démarche extrêmement simple, qui demande un travail énorme, pour parvenir à raconter simplement tout en respectant la complicité. C'est un travail total, et c'est toute la force essentielle de l'acte journalistique. Laurent Beccaria. Oui, nous, ce qu'on a appris avec les lecteurs de 21, c'est le besoin absolument, mais viscéral, à mon avis, de beaucoup de lecteurs de sortir de l'entre-soi, cet entre-soi politique, cet entre-soi médiatique, cet entre-soi avec à la presse parisienne, notamment. On reproche beaucoup à la presse parisienne, mais c'est normal, elle vit des subventions de l'État et elle vit d'un certain nombre de subsides de grandes collectivités. Donc il y a cet entre-soi, et dès qu'on se décale, mais de quelques mètres, les gens disent mais vous parlez à vous-même. La deuxième chose, c'est que beaucoup de lecteurs ne veulent pas être réduits à leur niveau d'études ou à leur catégorie socio-professionnelle. Ça, c'est évident. Et il y a un appétit de curiosité qui traverse toutes les couches sociales, beaucoup de lecteurs de province et beaucoup de jeunes. La grande surprise pour nous, ça a été le nombre de lycéens et d'étudiants qui se sont saisis de 21 et qui l'ont acheté, alors qu'on pensait que ce serait leurs parents qui l'achèteraient. Et ça montre qu'il y a des presses post-Internet. Ça ne veut pas dire contre Internet, mais qui a pris acte d'Internet et qui fait sur papier ou sur numérique payant des choses qui se trouvent nulle part ailleurs. Vincent Giré. Il faut prendre Internet à la fois pour l'outil formidable dont vient de parler Daniel Salnave. Bien évidemment, c'est un outil, une richesse, ça occupe notre quotidien, et il faut le prendre pas simplement comme un support, mais aussi comme quelque chose qui peut nourrir, transformer, participer à ce travail journalistique qui est, comme Patrick de Saint-Exupéry le disait à l'instant, un outil de compréhension du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut faire du très bon journalisme aussi avec du papier, avec de l'Internet, avec des modes de récit nouveaux que nous offre précisément la capacité et le potentiel d'Internet. Et c'est précisément ce qui nous occupe et qui nous passionne et nous anime tous les jours. Mais la compréhension, elle vient de l'homme, elle vient pas de l'outil. C'est pas l'outil qui donne la compréhension. Le marteau, il est 100 mètres, si j'ose dire. Hein. Il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Mais vous avez parlé de l'éducation et vous avez raison, ça fait partie, bien évidemment, du sujet. On est au bout, Brice. Hein, si vous le débat, c'est pas possible. Non, mais sur le journalisme, il y a deux trucs qui m'exaspèrent dans la presse anglo-saxonne, c'est breaking news et top stories. Alors vous dites, moi je pense que ce que le journalisme peut apporter, c'est des cadres d'intelligibilité, c'est la compétence, c'est la capacité à replacer le fameux breaking news dans son contexte. Quand on replace le breaking news dans son contexte, on voit qu'il n'en reste pas grand-chose en réalité.